Camarade Konaté, je veux bien comprendre, parce qu'il y a 9 pays qui possèdent des armes nucléaires à travers le monde. Et pas de moindre. Même Israël en possède. Je veux savoir qui donne le droit à qui d'avoir une arme nucléaire. Parce que si le Burkina Faso demain veut s'octroyer donc une arme nucléaire, on prend l'autorisation chez qui? Alors, dans les notions de droit international qui ne sont pas tout à fait droits et qui sont en réalité décidées par l'Occident, parce que on parle d'un ordre international basé sur des règles, mais des règles décidées par certains qui les violent quand ils le veulent et qui décident de les orienter dans la direction qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Et c'est cet ordre-là qui les a finalement pris au piège. Du point de vue juridique, il y a l'accord sur la non-prolifération des armes nucléaires des années 70 qui définit plus ou moins qui a droit, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas signé la convention de non-prolifération des armes et ceux qui ont signé. Si tu as signé, on considère que tu n'as plus le droit. La Corée du Nord avait signé, mais en 2003, elle a retiré sa signature, ce qui fait qu'évidemment... Mais la Corée du Nord a l'arme nucléaire. Elle a l'arme nucléaire, ça c'est clair et net. Mais avant de revenir à ce sujet, je vais rebondir un peu sur c'est-à-dire le pourquoi de l'intervention américaine aujourd'hui. Et cela, évidemment, appelle aussi au drame du système international, du droit international aujourd'hui. Vous savez, avant, pour aller en intervention, en agression contre un pays, on invoquait le droit international, évidemment, oui, ils ont agressé les voisins, voilà, ils n'ont pas respecté la charte de l'ONU, et l'ONU donnait un quitus. La guerre de 91 contre l'Irak, la guerre qui a été filmée, la première guerre filmée, la guerre spectacle même, était autorisée par l'ONU. Et même la guerre de 2003, c'est vrai que l'ONU semblait reluctante, mais en fait de compte, elle a validé, elle a donné son autorisation sous John Kufuor. Mais à cette époque, justement, on pouvait se cacher justement derrière la démocratie, les droits de l'homme et le droit international pour envahir un pays. Même si ces données-là étaient accessoires, c'était facultatif. Ça n'a jamais été la véritable raison. Aujourd'hui, il ne se couvre plus de ce paravent. Parce que finalement, on se rend compte que les concepts de démocratie, de droits de l'homme et de droits humains, ce sont des concepts qui sont moralement épuisés. C'est cela même le mot. Tout à fait. Moralement, ça a été vidé de sa substance. Il n'est plus possible de les invoquer aujourd'hui. Mais en fin de compte, les résultats restent le même. Avec ou sans le droit international, l'Occident envahira. Elle détruira pour ses besoins en matière première, pour ses besoins géopolitiques, pour ses besoins d'hégémonie. Ouais. C'est ce qui fait que hier, on pouvait envahir en justifiant de l'absence de démocratie ou de droits humains. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Parce que si Donald Trump prétend que lui, il vient défendre les droits de l'homme, effectivement, je sens qu'il y a encore quelques-uns quand même qui prétendent qu'ils sont là pour défendre le peuple iranien. On défend le peuple iranien en massacrant 165 jeunes filles d'une école primaire. Voilà donc comment l'Occident impose ses valeurs en massacrant des enfants. Mais ce n'est pas non plus, ce n'est pas tellement exceptionnel quand on connaît le dossier Epstein, où ce sont même, voilà, les plus importantes figures du monde occidental qui allaient justement, voilà, se faire masser par des petits enfants. Voilà, c'est pas du tout choquant. Ce qui se passe en Iran, je crois fondamentalement que l'Iran, l'Occident dit que l'Iran les a agressés, ou qu'il s'apprête à les agresser. L'Iran est rentré dans la ligne de mire dès le jour où ils ont décidé d'assumer une souveraineté, d'assumer leurs différences, de considérer qu'ils ont une civilisation de 6000 ans, parce que les Iraniens le répètent souvent, nous avons une civilisation de 6000 ans qui ne peut pas se soumettre à des gens qui sont nés avant-hier. L'Amérique n'a pas 300 ans d'existence. Cette Amérique-là, elle est imbue d'elle-même. Et quand vous avez un homme comme Donald Trump, l'horizon de Donald Trump historique s'arrête à hier. Et l'avenir, quand il l'envisage, c'est demain. C'est-à-dire, est-ce que j'avais de l'argent hier? Est-ce que j'en aurai demain? Et ce qui peut permettre de faire un deal tout de suite. Il faut bien se rendre compte. Donald Trump a d'abord massé du matériel militaire et des hommes aux alentours du détroit d'Ormuz, autour de l'Iran, pour l'intimider. Parce que d'abord, c'est lui sa logique. Il faut que je fasse peur aux gens. Ils vont signer rapidement mes accords. C'est comme la guerre commerciale. Il dit, je vais mettre 10% ou 15%, vous signez un accord, il abandonne. C'est un homme des rues. Hein, voilà, pour lui, la logique de l'arme pointée sur la tempe pour négocier, c'est la meilleure des logiques. Il ne croit qu'en ça. C'est pas de cette façon qu'il a fait ses affaires toute sa vie. Malheureusement, il est en face d'une civilisation vieille d'abord, qui ensuite s'est recentrée sur un certain nombre d'éléments qui empêchent même
la possibilité de renoncer ou de se soumettre. Le grand Fallouna parlait tantôt des mollahs. Vous savez, dans un régime théocratique, quand vous tuez un leader ou un militaire, vous lui rendez service. Vous en faites un martyr. En fait, l'ayatollah préfère mourir de cette façon que de mourir de mort naturelle. Là, il rentre au paradis. Pas que le paradis, il rentre au firmament. Il devient une figure tutélaire. Tout à fait. Désormais, l'homme de qui tous les enfants doivent s'inspirer. Et surtout, il devient le modèle parfait de l'anti-américanisme. Tout enfant iranien qui apprend l'histoire de Khomeini n'a pas d'autre choix que de haïr l'Amérique. C'est un peu comme en Corée du Nord. En Corée du Nord, dès la maternelle, on vous envoie dans des musées où on vous explique, ils appellent ça le musée des guerres américaines, comment l'Amérique a massacré des enfants et des femmes pendant la guerre de Corée. Un tel enfant ne peut pas ne pas haïr l'Amérique. Et évidemment, c'est une haine qui les prépare à chaque instant à se battre et à mourir. Et cette mort est une mort à la limite joyeuse. Absolument. Elle est honorable. Mais justement, l'Amérique ne comprend pas ça. Parce que pour elle, c'est une logique matérielle. Est-ce que je gagne de l'argent? Est-ce que j'ai des matières premières? Alors qu'en Iran, c'est une question d'honneur. Quand vous mettez le matériel en face de l'honneur, évidemment, c'est vrai que la civilisation américaine a fait en sorte qu'aujourd'hui, la question d'honneur est devenue, surtout dans nos civilisations africaines, c'est une variable d'ajustement. Elle ne compte plus. Mais attention, dans le monde oriental et dans le monde asiatique, les notions d'honneur sont des choses pour lesquelles les gens peuvent se battre jusqu'à la mort. Et l'Iran est un cas d'école. C'est vrai que le reste du monde arabe, bon, elle a beaucoup cédé au pétrodollar, elle est devenue peu américanisée, même si elle continue de prétendre être fidèle. Mais dans le cas d'espèce, l'Amérique a véritablement mangé son totem. C'est vrai qu'elle reste une puissance. Elle a toujours les moyens de projection. Mais dans les premières heures, toutes les capacités logistiques de l'Amérique ont été détruites dans la région. Alors que, comme on dit, la guerre est d'abord une opération logistique. Si vous n'avez pas la possibilité de déployer de la logistique rapidement, vous êtes foutu. Avec ses 800 bases militaires, l'Amérique est théoriquement à la frontière de tous les pays du monde. Ce qui lui permet de faire rapidement une guerre partout. Parce que 800 bases militaires, où que tu sois, elle est à tes portes. Elle peut t'agresser. Mais dans le cas d'espèce, avec le renseignement militaire russe, chinois et même les moyens militaires livrés avant, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'Iran est seul. On reviendra dessus certainement. Mais la capacité que l'Iran, ou en tout cas l'intelligence que l'Iran a eu de raser tous les moyens militaires américains dans la région, mais ça c'est stratégiquement impensable. On ne croyait pas cela impossible. C'est comme le dôme de fer, bon, qui était une passoire de fer. On n'avait pas imaginé avant la guerre des 12 jours et qui aujourd'hui encore nous démontre à quel point ça a été une fumisterie sans nom. Moi je crois que cela vient nous révéler encore une fois qu'il faut qu'on ait un point de vue africain du monde. Si vous lisez le monde d'un point de vue occidental, vous allez voir l'Iran comme le méchant et l'Occident comme le gentil. Ouais. C'est déjà même ce que les médias essaient de vendre évidemment. Mais heureusement, l'AIS avait déjà, au égard à ces défis, fait la décantation. Ce qui permet aujourd'hui encore de lire le monde de ce point de vue-là. Je crois que la guerre en Iran, c'est un remake en fait de la guerre en Ukraine. Sauf que les rôles sont inversés. En Ukraine, l'Occident a provoqué la guerre pour affaiblir la Russie. Pour ses besoins en matière première. Elle était devenue celle qui livre des armes, du renseignement à l'Ukraine. Et souvent même, c'est eux qui tiraient les armes depuis l'Allemagne. Il y a des articles qui ont prouvé que le matériel qui est positionné en Ukraine, souvent même c'est dans la base militaire de Ramstein, en Allemagne, que le déclenchement était fait. Mais aucun soldat de l'OTAN ne peut se permettre d'être sur le sol iranien pour tirer. Parce que voilà, si vous le faites, c'est une guerre directe. Absolument. Mais la même chose se déroule actuellement. C'est les Russes et les Chinois qui en Iran positionnent les cibles, ou en tout cas qui décident quasiment des cibles qu'on doit frapper en Israël, dans la sous-région. On ne sait pas si un jour ils seront en mesure de frapper sur le sol américain. Ce sera la dernière variable, en tout cas, qui serait une variable vraiment importante à analyser. D'accord. En tout cas, camarade Konaté, aux premières heures donc de cette agression, le Burkina Faso a été, on ne peut plus clair sur sa position. Et non seulement le Burkina a condamné cette agression, mais également s'est proposé donc d'appuyer le peuple iranien. Beaucoup d'opinions africaines s'interrogent vraiment sur l'inaction des puissances amies de l'Iran. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Alors, je n'ai pas encore vu le communiqué officiel du Burkina, mais je sais que, évidemment, naturellement, nous sommes en solidarité avec le peuple iranien et ses dirigeants. Parce que la semaine précédente, je pense que notre ministre de la Défense était même à Téhéran. Parce que aussi,
Nous avons une coopération militaire et technique renforcée avec l'Iran, il faut quand même le noter, depuis le début de notre dynamique actuelle. Ce qui tombe sous le sens, dans la mesure où c'est un modèle. Vous savez, le nombre d'États qui osent résister à l'hégémonie occidentale sont tellement peu que vous n'avez pas d'autre choix que d'être solidaires entre vous. L'axe de la résistance dans le monde aujourd'hui, c'est ceux qui osent assumer leurs différences. Ce n'est pas ceux qui se couchent devant le dictat et le pillage du modèle occidental sous le prétexte d'être protégés. Donc naturellement, il y a eu un rapprochement entre la US et l'Iran, entre la US et la Corée du Nord, la Chine, la Russie et le Venezuela, qui a fait l'objet du même comportement vénal, voilà, de Donald Trump en début d'année. C'était le 3 janvier d'ailleurs. Vous savez, l'Iran, c'est un pays exceptionnel, hein. Il faut pas mâcher les mots. L'Iran produit environ 200 000 ingénieurs par an, dans tous les domaines des sciences. C'est pas de la gnognotte, c'est pas le mot qu'on dit. Les États-Unis même n'en produisent pas autant. Le seul qui fait mieux que l'Iran, c'est la Chine qui produit 1 million d'ingénieurs. Même la Russie produit un peu moins que l'Iran. Alors, c'est-à-dire quand vous voyez un pays comme ça, c'est-à-dire qu'il a pris conscience des enjeux du monde dans lequel il est. C'est un monde méchant. C'est pas un peu comme les Africains qui, pendant près de 30 ans, vivaient des subventions du système international et de la mendicité. Voilà, il fallait qu'on nous cite. Donc nous avons végété un peu dans la fatalité. Non, mais on n'a pas que... C'est-à-dire qu'on sait s'aborder nous-mêmes. Oui. Notre objectif en tant que civilisation africaine, c'était qu'on nous cite comme les bons élèves de la Banque mondiale, comme les démocraties. Oui, voilà, vous voyez, les Africains sont des démocrates. Et que l'on nous dise que nous respectons le droit international. Le droit international, même dont ses propres inventeurs n'y croyaient pas. Finalement. Concernant la question des alliances, je l'avais évoqué tantôt. Vous savez, nous sommes dans un monde où depuis 1945, les grandes puissances, et notamment ceux qui détiennent la bombe nucléaire, évitent de s'affronter directement. La guerre froide même a été une somme de guerre par procuration de l'un contre l'autre. La guerre de Corée, par exemple, en 1950, c'était une guerre extrêmement dure. Elle a engagé plus de 2 millions d'hommes de part et d'autre. C'est une des plus importantes guerres de l'après-seconde guerre mondiale. D'un côté, vous aviez les Américains qui avaient mobilisé 500 000 hommes et 1 million dans les heures les plus chaudes. L'Amérique a perdu près de 300 000 hommes en Corée. Pour faire une comparaison, pendant la Seconde Guerre mondiale, les pertes américaines se chiffrent autour de 500 000. 500 000 hommes. Pendant que la Chine elle-même s'est engagée aux côtés de la Corée du Nord avec environ 1 million d'hommes aussi. L'extraordinaire, c'est que l'URSS était là. Mais pas avec des hommes. L'URSS a envoyé des armes et l'URSS a même installé les usines de fabrication d'armes en Chine. Tout à fait. À cette époque. Pour pouvoir rapidement produire des armes et livrer en Corée du Nord. Parce que c'était une guerre existentielle pour les deux. Ça n'a jamais été un affrontement direct. Et c'est pour cela que je dis, il ne faut pas que l'on tombe dans le leurre occidental. L'Occident a une machine de guerre de plusieurs couches. En plus des infrastructures militaires, il y a l'infrastructure médiatique, qui est imparable. Personne sur cette planète n'a l'équivalent de l'infrastructure de guerre médiatique occidentale. Elle est capable de vous fabriquer un ange pour en faire un démon, de faire passer la victime pour le méchant, de faire passer le diable pour le gentil. Tout à fait. Ce qui fait que, lorsque la guerre en Ukraine a été déclarée, la guerre a d'abord été déclarée par l'Occident contre la Russie du point de vue médiatique, avant qu'elle commence à livrer des armes. Toute l'infrastructure médiatique a lancé une guerre, mais d'une terreur imparable contre la Russie, pour la diaboliser. Et ensuite, pour vendre l'idée qu'ils allaient protéger et défendre l'Ukraine. Mais je dis, de tout le bruit médiatique que l'Occident a fait, qu'est-ce qu'elle a pu faire de mieux à l'Ukraine, à part livrer des armes et donner du renseignement? Qu'est-ce qu'elle a pu faire d'autre? Est-ce qu'il y a un seul soldat de l'OTAN, malgré sa puissance qu'elle vante, qui a mis son pied en Ukraine en tant que représentant de son pays et prêt à se battre contre la Russie? Encore une fois, ils ne peuvent pas oser se permettre de se lancer dans une confrontation directe avec la Russie, qui est une puissance nucléaire. Et le même mécanisme aussi se produit en Iran. La Russie et la Chine ne peuvent pas aller directement se poser sur le terrain. À la différence que, même s'ils soutiennent l'Iran, ils n'ont pas l'infrastructure médiatique de l'Occident pour vendre leur soutien à l'Iran. Tout à fait. Pour nous expliquer qu'ils soutiennent l'Iran.
pour nous dire que c'est l'Iran qui a raison, que c'est l'Occident qui est le méchant. Quels sont les médias qui nous touchent le plus? Ça peut être donc aussi stratégique. Stratégiquement d'abord, mais en plus même, les moyens même de vendre leur soutien à l'Iran, ils l'ont pas. Médiatiquement, ils l'ont pas. On n'a qu'à regarder un peu les médias qui balaient le plus nos espaces, surtout nous en Afrique ici. Quels sont les médias dont on est plus susceptible de croiser les informations quand on scrolle sur les réseaux sociaux ou dans une télé? C'est France 24. Dans les réseaux sociaux, vous allez croiser CNN, c'est quoi, Huffington Post. Il y a des tas de médias occidentaux qui vous vendent la vision occidentale de l'affaire. Les Chinois, les Russes, ils ont très peu de canaux pour dire nous sommes ici, voilà ce que nous faisons. Moi, je considère profondément que la Russie et la Chine est là. Maintenant, il faut bien qu'on soit très clair. Ce n'est pas la Russie ou la Chine qui viendra faire la bataille à la place de l'Iran. Tout comme l'OTAN ne pouvait pas aller se battre à la place des Ukrainiens, même si c'est elle qui a dit aux Ukrainiens de lancer la guerre. De cette même façon, comme ils l'ont répété, il faut que l'on comprenne que c'est d'abord par nous-mêmes que la bataille commence. On dit souvent, il y a des opportunités qui ne vous sont accessibles que quand vous atteignez un certain niveau d'abord d'effort. Oui. Si l'Iran ne produisait pas d'ingénieurs... Le ciel t'aidera. Et voilà. Les soutiens en renseignement et matériel que la Russie et la Chine peuvent offrir ne peuvent avoir du sens que pour un Iran même qui est déjà intelligemment et bien préparé. Tout à fait. C'est la même chose pour laquelle l'AIS doit se préparer. Parce qu'un jour ou l'autre, ils arriveront. Quand ils trouveront que notre modèle marche, pour le moment, ils ne prennent pas au sérieux. Hein. Il faut le savoir. Et ils ne prennent pas encore au sérieux. Tout comme ils ne prenaient pas beaucoup l'Iran au sérieux en 1979. Mais avec le temps, l'Iran qui a compris qu'il fallait qu'elle soit prête, parce que ça arrivait un jour, ça ne va pas prévenir, l'AIS doit se préparer. Se doter d'une industrie militaire, à même de raccourcir les chaînes d'approvisionnement. Actuellement, nous payons des armes. Si nous sommes dans une bataille, nous ne pourrons pas tenir très longtemps parce que la chaîne d'approvisionnement est trop longue. Quand vous produisez sur place, vous pouvez rapidement produire à côté du champ de bataille et puis livrer. Surtout que nous n'avons pas une façade maritime. Évidemment, il y a tout cela aussi qui rentre en ligne de compte. Donc je dis fondamentalement, l'Iran n'est pas seul. Elle est intégrée dans l'axe de la résistance sur le plan mondial. C'est comme le Venezuela, évidemment. Le Venezuela, c'était le premier partenaire commercial du point de vue énergétique de la Chine. Ouais. En vérité, les guerres même que l'Occident, ou en tout cas l'Amérique, lance contre ces pays de l'axe de résistance anti-hégémonie occidentale, c'est avant tout une guerre contre la Chine. Puisque la puissance économique chinoise en expansion semble inarrêtable, alors que son carburant, c'est l'énergie. C'est l'énergie fossile qu'il trouve en Iran, qu'il trouve au Venezuela et dans d'autres pays. L'Amérique est en train de vouloir éteindre un à un l'ensemble de ses foyers énergétiques. Sans énergie, la Chine va où? Elle ne va nulle part. Évidemment, il y a la Russie, certes, qui est là, mais la Russie seule ne peut pas satisfaire les besoins énergétiques de la Chine. Ouais. Et donc, si la Chine et la Russie, ils ne peuvent pas oser se permettre de regarder ça sans rien faire. Moi, je dis simplement que il faut considérer que voilà, la géopolitique, elle évolue, voilà, mais les objectifs restent les mêmes. Les pays qui comprennent vers où va la marche du monde sont celles qui se préparent à être les solutions à leurs propres défis, quitte à ce que d'autres viennent après maintenant soutenir et renforcer leur capacité de riposte. Absolument. De tous les pays de l'AES. D'accord. En 30 secondes, il connoté, la guerre est déjà lancée, ça nous donne des enseignements. Oui. Pour nous autres du Sahel. Oui. Ça nous met devant l'exigence de faire de notre société une société de conquête. Tout à fait. Changer le système éducatif. Changer notre lecture du monde. Faire en sorte que nous soyons en mesure d'éviter une deuxième recolonisation. Parce que, soit dit en passant, dans ce mois même, le secrétaire américain, je pense que c'est le nommé Rubio là, il a invité les Européens à le suivre pour recoloniser le monde. Que c'est cela la grandeur de l'Occident. Alors, ceux qui ne veulent pas être recolonisés doivent s'armer jusqu'aux dents. Absolument. Merci donc pour votre attention donc à l'émission Regard sur l'avenir. En tout cas, nous allons suivre de près l'évolution de cette guerre qui est injuste, malheureusement, bien sûr qui est carrément à côté de ce qu'on peut appeler donc le droit international. En tout cas, au sein de l'AES, la dynamique se poursuit. Il faut donc compter sur ses propres forces pour oser inventer l'avenir. Portez-vous bien.